Bonjour, on continue notre lecture du livre Finances d'entreprise, théorie et pratique de l'entreprise tunisienne. On est dans le troisième chapitre, l'information comptable et financière conformément aux normes IFRS. Et on a présenté dans une première section qu'est-ce que l'information comptable et financière, les instances de normalisation, quelques principes comptables ou la majorité des principes comptables. En deuxième section, nous avons vu le contenu ou le résultat de l'information comptable qui sont les états financiers principalement, y compris les notes. Et dans cette deuxième section, on est arrivé au petit D, le cycle de comptabilisation. Donc, comment les transactions sont transmises dans les livres comptables de l'entreprise afin d'arriver à présenter l'information financière et la situation économique et financière de l'entreprise. Le cycle de comptabilisation comprend les étapes suivantes. Enregistrement des transactions. Une transaction est un événement qui cause un changement dans l'actif, passif ou fonds propres, ainsi le changement de la position financière de l'entreprise. Chaque transaction doit être comptabilisée dans le journal. Le journal est l'origine de toutes les écritures comptables. Il est permis d'enregistrer toutes les écritures comptables dans un même journal général, mais la plupart des entreprises procèdent à la création de plusieurs journaux. L'écriture est ensuite postée dans le grand livre. L'écriture comptable possède deux parties, le débit et le crédit. Chaque partie touche un compte comptable qui se présente comme suit. Voilà, la comptabilité et l'information comptable est basée sur une écriture comptable. Et cette écriture comptable est inscrite sur un journal, là où il y a la date, le libellé de l'écriture et là deux colonnes, une colonne de débit et une colonne de crédit. Si on reçoit par exemple 100 dinars en espèces, un client qui nous paye en espèces, 100 dinars, on met recette en espèces, client numéro tant. Dans la colonne de débit, on met 100 et une deuxième ligne, client numéro tant, paiement en espèces, et dans la colonne crédit, on met 100 dinars. Voilà, c'est la présentation du journal. Il est présenté de cette façon-là et ça s'appelle un journal général d'écriture comptable. Et une entreprise peut tenir un journal général, mais dans la pratique, il y a plusieurs journaux. Il y a le journal des achats, il y a le journal des ventes, il y a le journal des opérations diverses, il y a le journal de la banque, il y a le journal de la caisse. C'est juste par souci de bien présenter l'information et par souci d'organisation de faire plusieurs journaux. Voilà les comptes. Donc chaque écriture comptable donne lieu à la création d'une écriture comptable dans le grand livre. Le grand livre, c'est l'ensemble des comptes de l'entreprise. Le compte comptable, le compte caisse, le compte banque, le compte fournisseur, le compte client, le compte immobilisation. Chaque compte comptable, on lui crée un grand livre. Et le grand livre, voilà, il se présente comme ça. C'est un compte hanté. On le présente comme ça, mais juste sur le plan théorique, bien sûr. Dans la pratique, il se présente sous forme de tableau. Donc, il y a à gauche le débit et
à droite le crédit. En suivant une logique conventionnelle, les transactions sont soit enregistrées au débit ou au crédit d'un compte en T. Cette logique de comptabilité à partie double fait que chaque transaction est enregistrée dans la partie droite s'il s'agit d'un débit et dans la partie gauche s'il s'agit d'un crédit, tout en respectant l'équation suivante: actif est égal capitaux propres et passifs. Voilà, donc il s'agit là des comptes comptables, de bilan, c'est des comptes qui, à la fin de l'exercice, présentés au bilan par leur solde. Donc, le compte banque, il est présenté au bilan. S'il est débiteur, on le met à l'actif du bilan. S'il est créditeur, on le met au passif du bilan. Et tous les comptes du bilan, ils sont présentés par leur solde à la fin de l'exercice dans le bilan. Par contre, les comptes de gestion, c'est-à-dire les comptes qui donnent lieu à la présentation du compte de résultat, de l'état du résultat, ces comptes-là doivent être soldés à la fin de l'exercice. Ils doivent être soldés et lorsqu'on présente, par exemple, le compte achat ou le compte vente ou le compte frais de personnel dans le compte de résultat à la fin de l'exercice, ce compte doit être soldé dans le grand livre, de telle façon que dans l'exercice suivant, au 1er janvier de l'exercice suivant, ce solde doit être égal à 0, contrairement au solde du compte de bilan. Les actifs, les passifs et les capitaux propres sont classés dans le compte permanent qui passe d'un exercice à un autre. Toutefois, les revenus et les charges sont classés dans des comptes temporaires puisqu'ils seront annulés à la fin de chaque exercice comptable. Les comptes d'actifs augmentent au débit et diminuent au crédit. Par contre, les comptes de passifs augmentent au crédit et diminuent au débit. Les comptes de charges augmentent au débit et diminuent au crédit. Et le compte de produits augmente au crédit et diminue au débit. Ce principe est une convention acceptée à travers le monde. Enregistrement des écritures d'ajustement. Il y a des dépenses qui sont comptabilisées dans l'exercice comptable en cours, mais ne sont pas toutes relatives au dit exercice. De ce fait, il y a lieu d'effectuer des ajustements. La même opération se fera pour certains produits qui ne sont pas relatifs à l'exercice. À la fin de chaque exercice, il y a les écritures d'inventaire et les écritures d'ajustement. C'est des écritures qui sont passées au 31/12 à la clôture de l'exercice et qui concernent la préparation des états financiers. Et on réalise parfois qu'il y a des charges qui ont été inscrites au compte respectif de charges, mais qui ne concernent pas l'exercice courant, l'exercice dans lequel le bilan sera arrêté à la fin de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retranche la partie qui ne concerne pas cet exercice et on la met dans un compte d'attente. Et de cette façon, l'exercice ne supporte que les charges qui lui sont affectées. De l'autre côté, aussi les produits, s'il y a des produits qu'on a reçus, par exemple, on a réalisé une vente qu'on a inscrite alors que la vente réellement n'a pas été réalisée et que la marchandise n'a pas été produite. Parfois, un client, il vous donne de l'argent, voilà, je vous donne 10 000 dinars, tu vas me produire de la marchandise. On n'a pas le droit d'inscrire ces 10 000 dinars dans le compte vente de l'exercice. On l'inscrit
cette opération que lorsque la vente sera réalisée, l'exercice d'après. Comme ça, inscrit, euh, on inscrit voilà, cette opération, cette vente, où on a un marché, un gros marché qui sera réalisé sur 5 années et qu'on a facturé, par exemple, 50% du marché dans cet exercice, alors qu'on n'a réellement réalisé que 25. Donc, il faut diminuer le compte de vente du montant, du montant des ventes euh, qui n'est pas afférente à l'exercice courant, qui est de 25%, et le transmettre à l'exercice de l'année suivante. Troisièmement, préparation des états financiers. Les écritures comptables d'ajustement permettront de présenter les bilans et l'état de résultat, output ultime de tout le système comptable. Mais l'état de flux de trésorerie nécessite d'autres traitements. Voilà, c'est le but de la tenue de comptabilité, c'est de présenter les états financiers en fin d'exercice, à savoir le bilan et le compte de résultat et l'état de flux de trésorerie. À l'opinion des auditeurs. Un auditeur, expert comptable, effectue un audit externe des informations comptables en vue de présenter une opinion sur les états financiers. Opinion sans réserve. Cette opinion présume que les états financiers présentent une image fidèle des opérations financières résultant des flux de l'entité en conformité avec les principes comptables généralement admis. Avis qualifié. Cette opinion est la même que la précédente, sauf réserve formulée. Avis négatif. Cette opinion présume que les états financiers ne présentent pas une image fidèle des opérations financières résultant des flux de l'entité en conformité avec les principes généralement admis. Avis de non-responsabilité. Cette opinion est formulée lorsque l'auditeur n'a pas pu effectuer un audit adéquat lui permettant d'avoir une opinion. Pardon. Donc, les états financiers, lorsque sont présentés au public, aux actionnaires, aux bailleurs de fonds, au marché financier, la bourse, à un banquier, par exemple, il vous dit, voilà, qui me dit que vos états sont justes? Et dans ce cas, vous présentez avec les états financiers le rapport du commissaire aux comptes d'un auditeur externe. Et ce n'est pas la peine de présenter des états financiers à part, parce que le rapport du commissaire aux comptes de l'auditeur externe, il comporte dès le début une introduction et les états financiers de votre établissement, et dès les premières pages, il émet son opinion concernant ces états. La fiabilité et l'image fidèle, est-ce que ces états reflètent exactement la situation financière de l'entreprise ou non? Et il y a, comme on a vu, 4 types d'opinions. Une opinion sans réserve typique comporte 3 paragraphes. Le premier paragraphe indique que les états financiers sont la responsabilité du management. Le second indique que l'audit a été effectué en conformité avec les principes généralement admis. Le troisième présente l'opinion claire sur les états financiers de l'entreprise. Maintenant, on passe à ces états financiers carrément et on commence par le bilan. Dans ce chapitre, on va présenter uniquement le bilan des états financiers. L'état de résultat, état de flux de trésorerie feront l'objet d'un chapitre à part après le présent. Donc, on va présenter dans ce chapitre, qui est le reporting de la comptabilité financière conformément aux normes IFRS, uniquement le bilan, parce que l'état de résultat et l'état de flux de trésorerie sont tellement importants dans la gestion financière, le diagnostic financier, l'analyse financière de façon générale.
Donc, on va les présenter dans un chapitre à part. Le bilan, élément de base du bilan. Le bilan montre la condition financière d'une entité pour une durée bien déterminée. Le bilan se compose de deux colonnes. Celle de gauche comporte les actifs de l'entreprise, celle de droite comporte les ressources qui ont financé ces actifs, fonds propres et passifs. L'équation suivante exprime cette relation. Actifs est égal à capitaux propres et passifs. Cette équation est le fondement du bilan. La présentation du bilan la plus connue est la suivante. Les actifs. Les actifs sont les investissements économiques réalisés ou résultant des transactions et événements de l'entreprise. Les actifs peuvent être tangibles comme le terrain, matériel, stock de produits finis et intangibles comme les marques et licences. Les actifs sont divisés en deux catégories, les actifs courants et les actifs non courants. Les actifs courants sont les actifs en cash, facilement transférables en cash. Par contre, les actifs non courants sont les actifs immobilisés et les actifs qui sont difficilement transférables en cash. Donc, la présentation de l'actif de la partie gauche du bilan, il est présenté par ordre de liquidité décroissante. On met en bas que les actifs qui sont liquides. En bas, on met la caisse et la banque. Et en haut du bilan, de la partie gauche de l'actif, on commence par les actifs qui ne sont pas liquides du tout, à savoir les immobilisations incorporelles. Le goodwill, les marques, les licences, on ne peut pas les vendre. On ne peut pas les vendre facilement. Ce n'est pas un bien tangible. Donc, si on vend les marques, si on vend le goodwill, si on vend les brevets, c'est que l'entreprise, elle est totalement vendue. Par contre, si on a un matériel, une voiture ou une machine, on peut la vendre sur le marché. On peut décider de la vendre et de la faire sortir du bilan. Et avec l'argent, on peut soit acheter un autre matériel, une autre machine, ou bien carrément l'utiliser dans l'exploitation de la société pour acheter des marchandises, pour le stock, ou pour autres actifs non courants. Donc, le bilan, l'actif du bilan, il est présenté par ordre de liquidité décroissante. Dans le tableau ci-dessous, on présente un exemple des actifs de l'entreprise. Les actifs sont classés par ordre de liquidité décroissante. On commence par les actifs immobilisés les moins faciles à être transformés en liquide. Les éléments en bas des actifs sont les avoirs en caisse, pratiquement des liquidités, en passant par les stocks, les postes clients, autres actifs, le papier commercial et les chèques en caisse. Voilà. C'est le bilan, c'est l'actif, la partie gauche, c'est les actifs du bilan d'une entreprise tunisienne typique. Donc, on a la partie des actifs non courants, les actifs immobilisés, on a les immobilisations incorporelles, puis l'amortissement, c'est-à-dire le cumul des amortissements de tous les exercices de ces immobilisations. Puis, on a les immobilisations corporelles, c'est-à-dire tangibles, qui existent vraiment, qu'on peut toucher. Et il a les immobilisations financières. Donc, on déduit des immobilisations incorporelles, les amortissements, et des immobilisations financières, les provisions. Et puis, il y a les autres actifs non courants, ce qui nous donne le total des actifs non courants. Dans le cas d'espèce, on a 67 477 en 2015 et 73 752 en 2016. L'actif courant, il est composé de stock, moins les provisions, clients et contrats attachés, moins les provisions, autres actifs courants, moins provisions. Et
des liquidités équivalents de liquidités. Et on a donc 102 000 2015 et 104 000 en 2016. De l'autre côté, on a le passif du bilan et il est aussi divisé en deux parties. Il y a les capitaux propres et il y a les passifs, c'est-à-dire les fonds propres d'une part et les dettes d'autre part. Les capitaux propres, c'est le capital social, les réserves légales, les résultats reportés, les autres capitaux propres, total des capitaux propres avant résultat de l'exercice, réserve spéciale d'investissement, puis total des capitaux propres. Les passifs, il y a les passifs non courants, principalement les emprunts, moins les provisions, et autres passifs non courants. Puis, il y a les fournisseurs et comptes attachés, autres passifs courants, concours bancaires et autres passifs financiers, total des passifs courants, et ça nous donne total des passifs, puis total des capitaux propres et des passifs. Et vous constatez que le total de la colonne 2016 par capitaux propres et passifs est égal au total du colonne 2016 actifs. Et le total 2015 des actifs égal au total 2015 des capitaux propres et passifs. Et ça, c'est le principe qu'on a soulevé dans ce paragraphe. Les capitaux propres et les passifs. On commence par les passifs qui se définissent comme les sacrifices futurs probables des bénéfices économiques qui émanent d'un engagement présent d'une entité pour transformer un actif ou fournir un service à d'autres entités dans le futur à cause des transactions extérieures. Un exemple, si un fournisseur qui nous a fourni le mois dernier une marchandise, nous lui sommes redevables du montant de la facture inscrite au passif. Par conséquent, nous serons obligés de transformer un actif en liquidité en banque afin de lui faire un transfert d'argent. Les passifs sont classés par ordre d'exigibilité décroissante. Le découvert bancaire est le plus exigible, donc il figure en bas du tableau. Par conséquent, les crédits à long terme figureront en haut. Objectifs et gouvernance de la firme. Les principes de la finance d'entreprise comprennent la façon dont les entreprises font des décisions financières. L'entreprise investit par l'acquisition des actifs. Ces actifs peuvent être tangibles, corporels, s'il s'agit de terrains, machines, et intangibles, incorporels, s'il s'agit de logiciels, brevets, plans, etc. L'entreprise procède au financement de ces actifs par les moyens internes, réinvestissement des bénéfices, ou externes, émission de nouvelles actions ou obligations. La décision d'investissement concerne le choix des actifs à acquérir et la décision de financement concerne la façon de lever les capitaux nécessaires pour les financer. Les directeurs financiers s'intéresseront aussi à la maximisation de la valeur des actions détenues par les actionnaires de la firme. On ne parle de maximisation que lorsque les financiers garantissent un rendement supérieur au rendement qui peut être fait par les actionnaires eux-mêmes. L'investissement en dehors de la firme est limité par le rendement de l'investissement dans la firme. En effet, une bonne gouvernance de l'entreprise ainsi qu'un bon plan d'incitation des dirigeants pousse tout le monde à tirer pour accroître la valeur de la firme. L'investissement de l'entreprise et la décision de financement. L'entreprise, pour opérer correctement son business, doit acquérir des actifs réels. Ces actifs doivent être financés
par de l'argent qui provient du marché financier en émettant des titres financiers, actions et ou obligations. Ces titres prétendent un rendement intrinsèque en dividendes, coupons et plus-values. Ce qui découle, décision d'investissement égale acquisition d'actifs réels. Décision de financement, vente d'actifs financiers. La décision d'investissement inclut le bon choix des actifs à se procurer et accepter de gérer les risques qui en découlent. Le cas échéant, choisir le bon moment de sortie si l'investissement s'avère rentable. De même, la décision d'investissement implique que les dirigeants de l'entreprise font face à leur engagement envers les bailleurs de fonds en honorant le paiement du principal et des intérêts des emprunts. Tôt ou tard, les actionnaires vont aussi à leur tour réclamer les dividendes. Voilà cette relation très intéressante entre l'entreprise et le marché financier. C'est-à-dire, lorsque l'entreprise, le dirigeant de l'entreprise, le management décide de faire un investissement, c'est que il va pas, c'est pas son objet d'investir. L'entreprise, elle peut acheter des actions sur le marché financier, mais c'est pas son objet. L'entreprise est, par définition, elle a une vocation industrielle, donc elle doit investir dans des actifs, dans des achats de terrain, dans des constructions, dans des usines, des marques, dans la production de produits pour les vendre sur le marché. Donc, cette décision d'investissement équivaut à l'acquisition d'actifs réels. De l'autre côté, elle a besoin d'argent pour faire cette. Donc, vous voyez la relation, elle a besoin d'argent. Donc, elle va au marché financier et de l'autre côté, le marché financier, il voit ses actifs qui sont sur le marché parce que si elle va sur le marché, elle va en contrepartie de l'argent qu'elle va recevoir pour acheter l'actif réel, elle doit transmettre, émettre des titres financiers ou bien des actions pour augmenter le capital ou bien des obligations pour avoir un crédit. Donc, ces titres seront mis sur le marché financier et les investisseurs vont voir ces titres. C'est une décision de financement de l'entreprise, certes, mais aussi au niveau du marché financier, c'est une décision d'investissement pour les gens ou les sociétés qui investissent sur le marché financier parce qu'ils vont acheter des titres financiers. Décision est égale vente d'actifs financiers. Donc, la décision de financement au sein de l'entreprise, c'est une vente d'actifs financiers, mais au sein du marché financier, les investisseurs, des particuliers, des sociétés d'investissement vont faire une décision aussi d'investissement pour acheter les actifs financiers. Et vous voyez la relation intime et la relation très étroite entre l'entreprise et le marché financier. Et malheureusement en Tunisie, cette relation n'est pas assez bien entretenue et le marché financier, la bourse des valeurs mobilières de Tunis, n'est pas un acteur majeur de l'économie et n'arrive pas à être dynamique, et n'arrive pas à être un opérateur majeur de l'économie et de la finance en général, de la finance en Tunisie, pour être vraiment une place de financement des entreprises et d'investissement pour les investisseurs, que ce soit des particuliers ou bien des sociétés d'investissement. Voilà, donc on a terminé ce vidéo, on s'arrête là et on continue la prochaine fois. Merci et au revoir.